L'Afrique sur Al24, c'est tous les soirs à 20h45. Merci d'être des nôtres pour l'édition du jour. D'emblée ce soir, on met l'accent sans tarder sur cette trêve conclue au Soudan, entrée en vigueur dans la soirée depuis environ 20h chez nous, un énième cessez-le-feu, supposé mettre en accord les deux belligérants pour une période d'une semaine, notamment au sujet des couloirs humanitaires, le tout après quelques jours de pourparlers à Jeddah sous l'égide de Washington. Néanmoins, au cours de la journée, on nous signale des combats intenses, plutôt violents, au cœur même d'une capitale soudanaise plongée dans le chaos, après plus d'un mois d'affrontements qui ont fait plus d'1 millier de morts et 1 million de déplacés. On en parle plus en détail avec Noël Belkhad. Des belligérants soudanais prêts à faire taire les armes pour au moins une semaine. D'un côté, le représentant de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. De l'autre, Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des puissantes forces de soutien rapide. Le bras de fer armé et intense avec Khartoum saccagé, dû à un mois de lutte sans répit. À quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, des combats ont pourtant retenti plus tôt dans la journée. Des habitants de la capitale ont fait état de frappes aériennes de plus en plus violentes. Pourtant, d'aucuns se montrent sceptiques quant au respect d'une trêve faisant suite à plusieurs cessez-le-feu depuis le 15 avril dernier. Tous ont volé en éclats, ce qu'ont reconnu Riyad et Washington. La différence avec les précédents, le présent accord conclu à Jeddah sera appuyé par un mécanisme de surveillance. Est-ce suffisant pour calmer la méfiance des deux camps soudanais rivaux? Rien n'est moins sûr. Avant-hier, le ministère soudanais des Affaires étrangères a accusé les milices du général Daglo d'être derrière l'attaque contre l'ambassade du Qatar à Khartoum. Celle-ci n'a pas fait de victimes selon Doha, ayant déjà évacué le personnel de l'ambassade. Khartoum a dans la foulée pointé la responsabilité des FSR d'avoir attaqué les chancelleries indiennes et sud-coréenne, ainsi que la résidence de diplomates suisses et une section consulaire turque. L'émissaire de l'ONU pour le Soudan, Volker Perthes, resté dans le pays, s'est envolé lui samedi pour New York et il s'adresse aujourd'hui au Conseil de sécurité. Alors que les pays voisins redoutent une contagion, les États-Unis ont annoncé vendredi une aide de 103 millions de dollars en faveur du Soudan et des pays limitrophes pour faire face à la crise humanitaire. Soudan, on en parle encore après un mois, plus d'un mois de combats qui ont fait 1 millier de morts et 1 million plutôt de déplacés, de réfugiés. Les vivres se font de plus en plus rares et l'industrie agroalimentaire soudanaise est à genoux. Plus d'un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire. L'ONU, pour sa part, a annoncé débloquer 22 millions de dollars d'un fonds d'urgence pour aider les Soudanais ayant fui vers les pays limitrophes comme le Tchad. Autre actualité du jour, le régime du Marzen s'est-il une nouvelle fois démarqué dans une affaire de fraude après l'affaire bruxelloise? Selon le site d'investigation espagnol El Confidencial, Rabat serait impliqué dans une opération de trucage de vote par correspondance dans des scrutins relatifs à l'enclave espagnole de Melilla, le but étant d'accroître l'influence marocaine au sein de la municipalité. Il est question de 10 000 votes par correspondance trafiqués, soit un tiers des dépôts dans les urnes. Les autres explications sont de Nelly Menzeka. Le Maroc, de nouveau pris la main dans le sac. Le régime du Merzen fait les gros titres de la presse espagnole. Si les faits d'armes de Rabat dans les tentatives de corruption à l'échelle internationale sont désormais connus, notamment après le scandale du Marocgate, il n'en reste pas moins que le pays ne montre aucun signe de repentance et utilise ce canal pour arriver à ses fins les plus perfides. Selon le média espagnol El Confidencial, le Maroc est soupçonné d'être impliqué dans l'achat de votes par correspondance dans des élections qui concernent l'enclave espagnole de Melilla. Le but, tenter d'accroître l'influence et la présence d'un parti dans le gouvernement de cette ville autonome. La même source précise que la question est traitée comme une menace pour la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de l'Espagne. Les agents du Centre national de renseignement estiment que les services secrets marocains auraient fourni des fonds à un réseau clandestin pour acheter plus de 10 000 votes par correspondance, soit près du tiers de tous ceux qui ont été déposés dans les urnes de Melilla lors des précédentes élections de 2019. Une manœuvre qui risque fort de fausser les résultats du scrutin. Les autorités prévoient que l'abstention avoisinera les 30%, puisque sur les 11 707 votes par correspondance demandés, seuls 7,8% ont été validés.
Les conséquences de l'énième affront marocain pour s'étendre à la structure électorale espagnole, le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a assuré à Melilla que le gouvernement a étudié une réforme de la loi électorale afin que l'identification de l'électeur par courrier soit également requise lors du vote et pas seulement dans l'application et dans la réception de la documentation électorale. Le Maroc sous son vrai visage dans cette affaire, l'image du pays largement écornée par le méga scandale du Maroc Gate ne risque pas donc de se rétablir suite à ce nouvel épisode de corruption à l'échelle internationale. Au volet sécuritaire, ça se passe en Somalie. Des officiers supérieurs des forces armées de la police de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS, ont rencontré des officiers de la police de l'État d'Irshabelle et ont convenu avec eux d'intensifier leur lutte contre le mouvement Shebab à Jowhar, dans le centre sud du pays. Le commandant du contingent burundais de l'ATMIS, Jean-Claude Niyiburana, a présidé la réunion qui visait à discuter du renforcement de la coopération en vue de sécuriser la région de Jowhar contre les Shebab. Il a déclaré que les deux parties avaient échangé, discuté de manière constructive sur la manière dont ils pouvaient travailler ensemble et planifier des opérations conjointes pour combattre plus efficacement les terroristes Shebab. La mission de l'UA a en effet annoncé avoir intensifié ses préparatifs en vue de retirer 2000 soldats de Somalie d'ici le 30 juin prochain. Santé au Niger, l'épidémie de méningite a tué depuis janvier 102 personnes, surtout des enfants, sur plus de 1810 cas enregistrés selon le ministère. La région de Zender, frontalière du Nigeria, est la plus touchée avec plus de 1500 cas et 84 décès. Pour pallier à la crise, les autorités et l'OMS ont lancé une campagne de vaccination cette semaine dans la ville de Zender. Quelques 400 000 personnes sont concernées. Un mot de cinéma pour finir, puisque nous allons parler du Festival de Cannes. Le 7e art africain a percé au sein de la sélection avec 2 films dans la compétition officielle et 4 longs métrages au sein de la section Un certain regard consacré aux talents émergents. Dans cette catégorie figure Goodbye Julia de Mohamed Khordofani, tout premier film soudanais sélectionné à Cannes. Un mot du film, le titre donc, je le répète, Goodbye Julia, lequel se déroule dans la capitale Khartoum dans les années qui ont précédé le référendum sur l'indépendance du Sud-Soudan, c'est en 2010, à la suite d'une autre guerre civile sanglante. Cette fois entre le Nord et le Sud, il explore la coexistence difficile entre des communautés qui ne jouissent pas des mêmes privilèges dans une société marquée par le racisme et l'injustice. Voilà, ça sera tout pour l'information du jour. Merci de votre attention. En vous souhaitant une bonne soirée, je vous dis à demain.